une immense fierté et un très grand honneur pour moi que d'accueillir le docteur Pierre Sesquès du CHU de Lyon. Pierre. Et puis on va appeler donc les modérateurs de la session. Voilà. Et puis je voulais quand même remercier le conseil scientifique des JPCO pour l'organisation de ce super programme. Merci à tous. C'est tout bon, vous m'entendez bien? Parfait. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, même pendant, s'il y a des choses brûlantes que vous voulez savoir au moment où je parle effectivement de ce très beau sujet que sont effectivement les carticelles. Alors, je pourrais tout faire par cœur, mais c'est vrai que si on n'a pas de slide, ça risque d'être un peu compliqué. Ah voilà, super. Oui, c'est ça, le son, c'est bien. Si vous m'entendez déjà, c'est pas mal. Alors, l'idée, c'était de faire un état des lieux et des perspectives de ce traitement des carticelles. Non. Ah, peut-être que si, il faut que j'appuie très fort. Vous voyez ici les conflits que je peux avoir. C'est des liens d'intérêt. C'est des partenariats, c'est ça. Je suis désolé. Ah. Sinon, ça fait un grand temps. Eh bien, la première chose que je voulais aborder avec vous, et vous remarquerez d'ailleurs la belle référence bibliographique jeretiens.net, c'était effectivement déjà de commencer en parlant d'immunité. Et c'est important de savoir ça parce qu'on va faire un cheminement sur cette question de l'immunité. En fait, on a deux types d'immunité. L'immunité innée, qui est finalement celle qui va intervenir extrêmement précocement, c'est-à-dire finalement dans les toutes premières heures, au moment où il y a la rencontre avec un antigène, avec une cellule cible. Ça peut être un virus, ça peut être une bactérie, ça peut être une tumeur. Ça, c'est ce qui va agir très rapidement. Et puis ensuite, on va avoir l'immunité adaptative. Et cette immunité adaptative, elle va se scinder en immunité humorale, médiée par les lymphocytes B, et en immunité cellulaire, médiée par les lymphocytes T. Et c'est ça qui va nous intéresser, c'est ce côté d'immunité cellulaire médiée par les lymphocytes T. Alors un lymphocyte T, c'est la cellule qui est en verte là-haut. C'est une cellule qui naturellement est capable de reconnaître une cellule cible, un virus, une bactérie, une cellule tumorale dans notre cas, et d'aboutir à sa destruction par l'intermédiaire du complexe TCR, porté par le lymphocyte T, et CMH, porté par la cellule cible, dans notre cas la cellule tumorale. Et donc, une fois qu'on a cette association TCR-CMH, une libération du contenu de vos lymphocytes T, des granules lytiques, perforines, granzymes, etc., et qui vont permettre l'apoptose et la destruction de votre cellule tumorale. Jusque-là, tout va bien. Le problème, et si on prend l'exemple du lymphome B diffus à grande cellule, DLBCL, eh bien, c'est qu'on peut constater qu'il y a une perte d'expression de ce complexe majeur d'histocompatibilité dans pratiquement plus de 50% des cas. Et donc, il n'y a pas cette fonction de ce lymphocyte T pour aboutir à la destruction de cette cellule tumorale. L'autre point qui est important, c'est que pour pouvoir essayer d'avancer en immunothérapie, c'est aussi d'essayer de trouver une cible. Et la cible idéale en hématologie, et particulièrement en pathologie lymphoïde, c'est par exemple le CD19. Le CD19, c'est une cible qui est exprimée à la surface des lymphocytes et des lymphocytes pathologiques, et ce tout au long du temps. C'est-à-dire que même de façon très immature, comme vous pouvez le voir quasiment au milieu, eh bien, les cellules immatures, par exemple des cellules de leucémie aiguë lymphoblastique, sont porteurs déjà de ce CD19. Les cellules immatures, mais les cellules aussi plus matures, qui sont des cellules que l'on retrouve dans d'autres types de lymphomes et finalement dans la plupart des lymphomes non-hodgkiniens. Donc le CD19, c'est aussi une cible idéale en hématologie. Ce n'est pas la seule cible. Ici, vous pouvez voir les différentes cibles qui puissent exister en hématologie. Par exemple, quand on parle de myélome multiple, eh bien, la cible que l'on peut utiliser, c'est le BCMA.
Dans les leucémies, on peut retrouver donc le CD19 et dans les lymphomes aussi. Le CD22 peut être retrouvé dans d'autres types de pathologies lymphoïdes. Et puis, vous pouvez avoir d'autres cibles qui sont listées ici et qui pourraient être des cibles intéressantes en vue de mettre en place des CAR-T-cells. Ces CAR-T-cells, ce n'est pas une histoire qui est une histoire immédiate. C'est une histoire qui, finalement, est présente depuis pratiquement les années 1990, puisqu'en 1993, il y a déjà eu la première génération de CAR-T-cells qui a été instaurée, la deuxième génération que l'on connaît mieux depuis 2004, et le premier patient traité, maintenant, il y a pratiquement près de 13-14 ans. Et de ce côté-là, effectivement, vous voyez que ça reste un médicament qui est à la fois très récent, mais pour lequel, effectivement, la question du concept est présente depuis un petit moment. Je vous remercie parce que j'ai l'impression que les slides passent tout seuls, donc il va falloir que je suive le niveau là. Alors si on reprend, qu'est-ce que c'est que finalement un CAR-T-cell? Donc en haut, vous avez votre cellule tumorale. En orange, vous avez votre antigène. Cet antigène, ou la cible que vous voulez viser, c'est ce que l'on veut. Dans le myélome, c'est le BCMA. Dans le lymphome, et particulièrement on va évoquer les lymphomes B diffus à grande cellule, c'est le CD19. Donc ça, c'est en orange. Et la particularité du CAR-T-cell, c'est tout ce qui est au-dessous, c'est d'associer la spécificité avec ce fragment variable que vous pouvez observer en bleu, un domaine transmembranaire, jusque-là tout va bien, et puis ensuite, on a deux domaines de costimulation. Un premier domaine de costimulation qui, en fonction du type de CAR-T-cell, variera. Et ce domaine de costimulation servira à la fois à l'expansion du CAR-T-cell et puis à sa persistance au cours du temps. Et puis un autre domaine de costimulation qui, lui, est à peu près constant dans la plupart des CAR-T-cells, qui est le CD3 de zeta. Donc ça, finalement, un CAR-T-cell, ce n'est qu'une construction de génie génétique pour justement reconnaître une cellule cible. Juste, entre guillemets. Particulièrement, quand on regarde le lymphome B diffus à grande cellule, on voit qu'il y a plusieurs types de constructions. Il y avait un premier CAR-T-cell que vous voyez ici, qui s'appelle le Tisagène-Leuclocell ou le Tisacell, ou bien on voit que le premier domaine de costimulation est le 4-1-BB. Il y a un autre domaine, il y a un autre CAR-T-cell qui a un autre domaine de costimulation. Lui, ça s'appelle l'axicaptagène siloleucel, à vos souhaits, c'est l'appelle aussi l'axicell. Et lui, le domaine de costimulation, c'est le CD28. Et puis il y en a un troisième, toujours dans le lymphome B diffus à grande cellule, qui est appelé le lysocaptagène maroleucel ou lysocell. Et lui, c'est un 4-1-BB, sauf que jusqu'à présent, on effectuait des choses sur des lymphocytes T. On ne sait pas très bien sur les deux qui sont au milieu et à gauche. Si on avait un taux de CD8 et de CD4 qui était à peu près équivalent, le troisième, il y a une transfection des lymphocytes T qui est effectuée à part égale entre les CD8 et les CD4. Donc finalement, le schéma du bas, c'est celui qui explique mieux ce que c'est qu'un CAR-T-cell. Vous avez votre petit lymphocyte T ici avec son CMH tout gentil qui est censé reconnaître la cellule cible. Eh bien, l'idée d'un CAR-T-cell, c'est d'aller venir insérer grâce à des virus vos CAR, vos constructions génétiques, qui va permettre que d'un lymphocyte T tout gentil, on en fasse un super lymphocyte T, capable de reconnaître spécifiquement votre cellule tumorale, mais en plus de connaître spécifiquement votre cellule tumorale, va être capable aussi de proliférer, c'est-à-dire de donner d'autres bodybuilders, là de l'autre côté, capables de reconnaître votre cellule tumorale par un autre biais que ce complexe majeur d'histocompatibilité, puisque manifestement, cela n'est pas suffisant. Et puisque effectuer des présentations, c'est aussi répéter. On va aussi avoir un film qui est juste après sur la slide d'après, mais je suis désolé, j'arrive toujours pas à changer les slides, où on voit justement qu'il y a ce virus qui va nous permettre d'insérer au sein du lymphocyte T les CAR, qui sont ces structures que l'on observe là, qui vont permettre de reconnaître, grâce là, dans ce contexte ici, au CD19, la cellule tumorale et d'aboutir à sa destruction. Un CAR-T-cell, c'est finalement en tout point opposé à de la chimiothérapie. Par exemple, vous voyez donc en bleu cette courbe qui correspond à l'exemple typique de distribution d'une chimiothérapie chez les patients. C'est-à-dire qu'on est capable de connaître la demi-vie, on est capable de dire qu'au bout de tant de jours, il n'y a plus de chimiothérapie chez un patient. Donc ça, c'est ce qu'on peut savoir. Pour les CAR-T-cells, c'est un peu différent. C'est un peu différent parce qu'on a une première phase où on va injecter effectivement la quantité de CAR-T-cells chez le patient. Et la première phase, ça va être la redistribution dans les tissus périphériques. Et donc, on va avoir une phase de prolifération, mais dont le pic arrive aux alentours de à peu près 7 à 10 jours après la réinfusion de ces CAR-T-cells. Donc là, il y a cette phase de réinfusion, de redistribution, d'expansion in vivo, c'est ce que je vous disais, quasiment jusqu'à 10 jours au maximum.
Puis une troisième phase, qui est une phase de contraction et de persistance. Ce qui veut dire que les carticelles peuvent persister ensuite, une fois qu'ils sont infusés, plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années chez les patients. Et donc, si vous voulez, à la différence d'une chimiothérapie où on sera obligé systématiquement d'effectuer des cures de chimiothérapie, ici, c'est finalement un médicament qui va vivre tout seul et qui va être capable d'avoir à la fois cette phase dite d'induction, où on va avoir des cellules qui vont être instaurées, qui vont se multiplier et qui vont agir, mais aussi à la fois une phase d'entretien avec cette persistance de ce taux de carticelle dans le sang tout au long de plusieurs jours, de plusieurs mois et parfois de plusieurs années. Et en tout point, techniquement, les carticelles sont opposables à des molécules chimiques de type chimiothérapie. Capacité de prolifération des molécules chimiques? Non. Capacité de prolifération des carticelles? Oui. Est-ce qu'il y a des phases que l'on connaît? Les phases sont complètement différentes. Les phases de distribution d'une chimiothérapie, c'est distribution-élimination. Là, on a des phases de prolifération, puis contraction, persistance et maintien dans le temps. La demi-vie des chimiothérapies est largement connue, alors que pour les carticelles, elle est extrêmement variable selon les patients. Ça peut aller de quelques jours, quelques mois, et surtout, de temps en temps, quelques années. Est-ce que la pharmacocinétique est applicable pour la chimiothérapie? La réponse est oui. Par contre, pour les carticelles, on est incapable de savoir si ce patient va avoir des carticelles qui persistent, ce patient va avoir des carticelles qui ne persistent pas. Et finalement, il y a donc une variabilité interpatient qui est très importante. Et du coup, la relation entre la dose et l'exposition aux médicaments, eh bien, elle est connue, ou en tout cas, on peut l'imaginer, même si elle n'est pas linéaire, pour les molécules chimiques. Par contre, pour les carticelles, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, comment ça se passe? C'est un peu un parcours carticelle. Donc, c'est-à-dire que, encore une fois, comment on fait pour amener un patient à un traitement par carticelle? Finalement, c'est un parcours, vous allez voir, qui est assez long. Et ça, c'est un point qu'on va pouvoir effectivement un peu discuter, qui probablement est un point à améliorer et qu'on essaye de réduire au maximum. Parce que la première étape, c'est d'essayer d'identifier votre patient. Donc, est-ce que votre patient que vous voyez en consultation, que vous voyez en hospitalisation, est un patient qui est éligible à des carticelles? Si oui, la deuxième étape, qui est une étape qui prend déjà un peu de temps, c'est d'effectuer une leucaphérèse ou lymphaphérèse, c'est-à-dire d'aller récupérer chez votre patient que vous avez identifié les lymphocytes T dans le sang. Et ça, c'est grâce à une machine, comme une sorte un petit peu de dialyse, qui permet d'aller récupérer, grâce à une superposition de couches, d'aller récupérer vos lymphocytes T. Donc la première étape, c'est la lymphaphérèse ou leucaphérèse. Déjà, rien qu'entre le screening, l'identification de l'éligibilité et la leucaphérèse, en fonction des établissements, cela peut varier de quelques jours à, de temps en temps, pratiquement 2 semaines, parce qu'il y a des questions de disponibilité. Cette étape-là de leucaphérèse, il faut compter une demi-journée. Donc c'est quand même assez chronophage en termes de temps. Une fois que cette leucaphérèse a eu lieu, on passe à la phase de manufacturing, c'est-à-dire la phase de production, ça qui est effectué par les laboratoires. Et cette phase-là, ce n'est pas qu'une phase finalement de production, ce n'est pas qu'une phase où on va prendre les lymphocytes T, insérer à l'intérieur grâce à des virus votre carticelle, etc. C'est aussi les phases que vous connaissez bien, de contrôle qualité, de vérification de l'absence d'infection, de prolifération in vitro, entre guillemets, pour que de quelques cellules lymphocytes T récupérées par le patient, on obtienne plusieurs millions ou milliards de cellules carticelles. Et ça, c'est un temps qui peut prendre et qui varie en fonction de 3 à quasiment, pour certaines molécules de carticelle, 6 semaines. Donc on a quand même un temps qui est particulièrement long. Déjà, rien qu'au moment où on a identifié le patient et le moment où les cellules reviennent, il faut compter quasiment 7 à 8 semaines. Et ça, vous allez le voir, c'est important parce que, encore une fois, ce traitement par carticelle, il est fait chez des patients graves. Donc la question, et c'est pour ça que je mettais la question de bridging, c'est qu'en attendant cette phase de production, on peut être amené à utiliser des traitements qui viennent au moins temporiser, limiter la poursuite de votre maladie, de votre myélome, de votre lymphome, de votre leucémie, de votre cancer, peu importe. Et on peut être amené à utiliser un peu de chimiothérapie dans ce contexte-là. La dernière étape, ça va être, les cellules sont maintenant revenues dans les unités, eh bien, c'est de commencer ce processus pour la réinfusion. Mais sauf qu'on ne réinfuse pas d'emblée comme ça les cellules. On est obligé de commencer par une chimiothérapie de lymphodéplétion. Et vous allez me dire, bien, à quoi ça sert d'avoir une chimiothérapie de lymphodéplétion? Eh bien, cette chimiothérapie de lymphodéplétion, qui est globalement à peu près toujours variable, qui associe de la fludarabine et de l'endoxan, elle a
on va dire, plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est véritablement de favoriser l'expansion et la prolifération de ces carticelles, majoritairement grâce à des cytokines inflammatoires, l'IL-15, l'IL-7, MCP1, dont on sait qu'elles vont avoir ce rôle de prolifération des cellules tumorales. Et ça, même si les patients sont lymphopéniques, ce qui est très souvent le cas, puisque c'est des patients qui ont reçu de très nombreuses chimiothérapies. Donc cette étape-là est absolument essentielle et vitale. Puis, donc après ces 3 jours de chimiothérapie, 2 jours de repos, là encore une fois, élimination de vos chimiothérapies dont on connaît les demi-vies et dont on sait qu'au bout de 2 jours, il n'y en aura plus de traces et qu'elles n'iront pas aller taper sur les carticelles qu'on réinfuse un jour plus tard, du coup, au bout les 2 jours de repos et le lendemain, donc le 6e jour, la réinfusion de ces carticelles. Cette réinfusion de ces carticelles, c'est finalement quelque chose qui est... c'est finalement quelque chose qui est plutôt assez simple dans la mesure où ce sont les propres cellules du patient. Le plus souvent, ce sont des poches. Il arrive que ce soit aussi des seringues, tout dépend du type de carticelle, avec des doses connues du laboratoire. Mais comme je vous le disais, on reste sur un délai entre le moment où on a projeté de faire un traitement par carticelle et le moment où il reçoit effectivement une chimiothérapie de l'ordre de 50 jours quasiment, même si les délais ont tendance un petit peu à se réduire. Ce qui veut dire qu'encore une fois, il y a toute une machinerie qui doit être mise en place pour que justement le patient à la fois ne progresse pas trop et n'explose pas pendant tout ce temps, qui reste quand même malgré tout, même si on essaie de l'optimiser le plus souvent, reste quand même particulièrement long. Et puis après, une fois que ces patients ils sont déjà restés 6 jours, reçu les 3 jours de chimiothérapie, les 2 jours de repos, la réinfusion, eh bien, on essaie de les garder en fonction du type de carticelle entre 7, mais le plus souvent 10 ou 14 jours. Mais pourquoi ? Eh bien, parce qu'effectivement, il y a 2 grands effets secondaires que l'on va surveiller. Le premier, c'est le CRS. Ce n'est pas la compagnie républicaine de sécurité, c'est le syndrome de relargage de cytokines, qui survient majoritairement la première semaine. Et puis, le deuxième effet secondaire, c'est ce qu'on appelle les troubles neurologiques, ou ICANS, qui sont effectivement plutôt en termes de survenue lors de la 2e semaine. Alors, comment ça fonctionne? Mais très rapidement, encore une fois, mais c'est quand même intéressant de pouvoir voir un petit peu le fonctionnement de ce type de CRS. Eh bien, comme je vous le disais, en haut, vous avez votre cellule tumorale qui reconnaît donc le carticelle par l'intermédiaire du lien CAR et de la cible de votre cellule tumorale. Et lorsqu'il va y avoir cette rencontre, il va y avoir le recrutement de monocytes, de macrophages, tout dépend du lieu où on est. Et ces monocytes et ces macrophages vont être responsables de libération de molécules inflammatoires, interférons, TNF, IL-1, et massivement de l'IL-6, qui va être, vous allez le voir, le pivot de cette réaction. Et cette taux d'IL-6, et c'est la somme de toutes ces molécules inflammatoires qui sont libérées, définissent le syndrome de relargage de cytokines, ou CRS pour Cytokine Release Syndrome. Alors on peut se dire jusque-là, ok, oui, on en a déjà entendu parler, le Covid, l'espèce d'orage cytokinique, ok. Sauf que, on avait fait cette étude-là pendant le Covid, eh bien on s'est rendu compte que le taux d'IL-6 libéré lors des CRS était 100 fois supérieur au taux que l'on pouvait constater pendant les phases de Covid-19 et 50 fois supérieur à celui d'un choc septique. Donc le taux d'IL-6 libéré au cours de ces syndromes de relargage de cytokines est particulièrement important. Donc l'une des choses importantes, c'est de surveiller. Et pour ça, on a des techniques de grading de la surveillance de ce syndrome de relargage de cytokines. Finalement, cette surveillance, elle est assez simple. Elle est basée sur des critères cliniques très simples, la température, la tension et la saturation. Et en fonction de cela, on peut définir si on a affaire à un syndrome de relargage de cytokines de bas grade ou de grade plutôt sévère. Parmi les éléments qui nous permettent d'effectuer une bonne gestion de ces syndromes de relargage de cytokines, eh bien on a, puisque le pivot est l'IL-6, des molécules comme le tocilizumab, qui est un anti-récepteur de l'IL-6, qui permet de prendre en charge, de gérer ces syndromes de relargage de cytokines. Si ça ne fonctionne pas et que ce tocilizumab n'est pas suffisant, on peut être amené à utiliser de la dexaméthasone chez les patients. Alors, est-ce que ces syndromes de relargage de cytokines, est-ce que c'est fréquent? La réponse est oui. Quand on regarde tous les essais, que ce soit les essais d'enregistrement ou les essais de vraie vie qui existent, eh bien, on peut constater que les syndromes de relargage de cytokines, tout grade, donc vraiment du plus simple au plus compliqué, c'est à peu près quasiment 90% des patients. Donc on est à peu près persuadé que les patients vont avoir un syndrome de relargage de cytokines, 9 cas sur 10. Par contre, les formes graves, c'est-à-dire souvent des patients qui doivent aller en réanimation,
c'est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'on a quand même pratiquement 10% de patients qui pourraient être amenés à avoir des CRS de grade 3, pour schématiser, des patients qui nécessiteraient ou d'être intubés ou d'avoir effectivement besoin et des recours à des amines et des amines vasopressives. En ce qui concerne les troubles neurologiques, eh bien, en ce qui concerne les troubles neurologiques, vous allez voir, c'est pas très intuitif. En haut, c'est finalement le corps, et en bas, c'est le cerveau. Pas moi qui ai défini ça, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, en haut, vous voyez les trucs avec des pattes, là, c'est vos carticelles. Mais vous voyez qu'il y a aussi plein de molécules inflammatoires. L'IL6, l'interféron, le TNF. Ensuite, les petits carrés bleus avec des taches blanches au milieu, c'est les cellules endothéliales. La ligne bleue, c'est la membrane basale, et en bas, ce qui est en orange, c'est les péricytes. Cette association des trois choses, membrane basale, cellules endothéliales et péricytes, c'est la barrière hémato-encéphalique qui s'occupe d'effectuer normalement le blocage entre le corps et le reste du cerveau. L'idée, c'est d'avoir une barrière qui est imperméable. Le problème, c'est que toutes ces molécules inflammatoires, dont l'IL6, vont aller activer cette cellule et cette barrière hémato-encéphalique. Ils vont aller activer les cellules endothéliales, ils vont aller activer les péricytes, et vous allez avoir un passage massif de toutes vos molécules inflammatoires, mais aussi des carticelles, au niveau cérébral. Et donc la présence de ces molécules inflammatoires et la présence de ces cytokines va entraîner effectivement des troubles neurologiques. La deuxième chose, c'est qu'en plus de ces molécules inflammatoires, des carticelles vont pouvoir passer. Or, on a pu montrer qu'il y avait l'existence de CD19, donc de cibles du carticelle, au niveau cérébral, au niveau des tissus de soutien neurologique. Et donc en plus de cela, les carticelles iraient reconnaître des cellules qui sont théoriquement saines, mais qui expriment le CD19 au sein du cerveau. Et ça pourrait entraîner une majoration des problèmes neurologiques. Alors pour surveiller, eh bien, on est amené à faire des écritures de phrases simples, parce que la dysgraphie est un élément extrêmement précoce des carticelles, des troubles neurologiques post-carticelles, et puis des questions d'orientation, finalement, dans le temps et dans l'espace. Là aussi, il y a un système de grading. L'idée n'est pas de vous assommer avec ce type de grading, mais qui nous permet de savoir si on a affaire à des troubles neurologiques légers, entre guillemets, grade 1-2, ou plutôt sévères, grade 3-4 ou plus. Alors, je vais essayer de passer sur ça, parce que vous allez voir, la question là, c'est justement la question de la dysgraphie. C'est pour vous donner un exemple. Un exemple de l'importance de la surveillance très précise qu'il faut faire chez ces patients-là. Alors, la première chose, c'est... Donc là, on était en 2018, c'est-à-dire vraiment au tout début de cette question des carticelles. Je suis désolé si on peut avancer, il y a deux slides encore une fois. Voilà, super. Le 17 octobre au matin en 2018, le patient écrit, voilà, je m'appelle Rodolphe. Alors soit il est médecin, soit quand même son écriture n'est pas terrible. Le soir, il écrit en biais. Ah, bon, là ça commence, on se dit, alors pour le coup peut-être que les médecins n'écrivent pas en biais, mais néanmoins, effectivement, il y a un truc qui se passe. Le 18 au matin, c'est pareil, mais c'est quand même un peu pire. Et le 18 après-midi, c'est vraiment pire encore. Et puis il n'y a plus rien jusqu'au 22, parce que le patient a fait une crise convulsive tonico-clonique, imputable à ces troubles neurologiques post-carticelles. Et alors qu'ensuite on voit 22, 22, 22, 23, et 23 en fait il écrit quand même pas si mal, il est finalement peut-être pas médecin. Et du coup, peut-être qu'on aurait dû, a posteriori, se rendre compte que 2 jours plus tôt, ou en tout cas 24 heures plus tôt, ce patient était en train de faire un trouble neurologique, et on aurait pu ainsi mieux anticiper et mieux gérer cela. Alors ça, c'est facile maintenant de montrer ça, mais effectivement, c'est tout notre intérêt, c'est que bien sûr que ces effets ils existent, mais notre objectif, il est bien sûr d'essayer de les moduler, de les prévenir et de les limiter. Est-ce que les imageries peuvent nous aider? Pas tellement. La plupart des IRM que l'on fait chez ces patients qui ont des troubles neurologiques, d'abord, les troubles sont déjà installés, et puis souvent les IRM sont dans plus de 80 ou 90% des cas normales. Et l'examen qui est le plus intéressant pour nous pour la détection, en plus de l'écriture et des discussions qu'on a avec les patients, c'est l'électroencéphalogramme qui montre des tracés très perturbés. Alors vous pouvez voir que, en fait, théoriquement, les tracés normaux, c'est ceux qu'on voit tout en haut, et vous voyez les différences avec les tracés que l'on peut voir au-dessous et à droite, qui sont, quant à eux, complètement pathologiques. Alors, je ne suis pas expert en électroencéphalogramme, mais effectivement, c'est ce qu'on m'a dit, c'est que c'était ceux-là qui étaient pathologiques. Et que ce sont cet examen-là qui est évidemment le meilleur pour essayer de détecter aussi ces troubles neurologiques. Comment on gère ces troubles neurologiques? Eh bien, ces troubles neurologiques, on va plutôt éviter d'utiliser du tocilizumab. Le tocilizumab, c'est, comme je l'ai dit, un
anti-récepteur de l'IL-6, ce qui veut dire que techniquement, il va entraîner l'accumulation d'IL-6, IL-6 qui était elle-même responsable de la fragilité de cette barrière hémato-encéphalique. Donc dans les troubles neurologiques, on évite le tocilizumab, on privilégie plutôt la dexaméthasone, qui est un très bon médicament pour passer la barrière hémato-encéphalique, et des traitements de type anticonvulsivant, de type effectivement pour Keppra ou autre, mais pour ne pas citer que cette molécule. Ces troubles neurologiques, malgré tout, ils restent assez fréquents, c'est-à-dire que ça reste quelque chose qui est aux alentours de 40%, tout grade, et dans les formes sévères, quasiment aux alentours de 10 à 20%, ce qui reste quand même assez important. Alors, j'ai mis aura, j'aurais peut-être dû mettre ARA finalement, mais j'ai pas eu le temps de changer les slides entre le moment où vous avez défini qu'on disait ARA et plus aura. Ce qui était important après, c'est une fois qu'on a fait ce point sur les carticelles, comment c'est produit, les effets secondaires qu'on essaye effectivement de limiter, eh bien, j'ai essayé d'extirper quelques données qui existaient en France sur cette base, qui est la base Descartes, qui est une base qui recense tous les patients qui reçoivent des carticelles en France. Donc en juillet, il y avait quasiment plus de 4000 patients qui étaient inclus en vue d'un traitement par carticelle, majoritairement des patients pour un lymphome, vous voyez, ça représente quand même 79% des patients. Une grosse poussée en ce moment du myélome, avec un nombre de carticelles de myélome qui est très important, 13%, un peu moins de leucémie. Bon, il faut dire que ce n'est pas non plus les plus fréquents. Alors, c'est pareil, j'avais fait un petit focus dans la région ARA. On a 4 CHU et un centre de lutte qui, justement, ont la possibilité d'effectuer ce type de traitement. Et la slide qui était intéressante, c'est qu'on voit un peu cette montée en charge en reprenant depuis 2020, où il n'y avait qu'un seul centre. On voit la réouverture de plusieurs centres. Donc tout ce qui est vert pâle, c'était donc Lyon-Sud. Et puis vous voyez ensuite, d'autres centres sont venus se rajouter. Le CHU de Grenoble, le CHU de Clermont-Ferrand, puis ensuite, plus récemment, le centre Léon Bérard et Saint-Étienne qui est venu s'associer. Et vous voyez que du coup, il y a une montée très importante dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes, avec pratiquement plus de 700 carticelles réalisées dans cette région. Et effectivement, voilà une montée très intéressante, je trouve, puisque ça témoigne véritablement de cette vivacité de ces prescriptions de carticelles. Et pour vous donner un exemple de pourquoi on parle de ces carticelles aujourd'hui, j'ai juste pris l'exemple des lymphomes, et particulièrement du lymphome B diffus à grande cellule. Pareil, très rapidement, le lymphome B diffus à grande cellule, c'est un lymphome non-Hodgkinien, B, agressif. Paf, première ligne, lymphome B diffus à grande cellule. Ça, c'est le lymphome B diffus à grande cellule. C'est le plus fréquent des lymphomes non-Hodgkiniens. Ça représente quand même effectivement 5000 cas à peu près en France. Et dans le monde, on est aux alentours de 150 000 cas. Globalement, c'est un traitement qui est très bien pris en charge en première ligne par une immunochimiothérapie que vous connaissez sûrement, qui est le fameux R-CHOP. Cependant, il y a quand même 40% de patients qui, après avoir reçu du R-CHOP, qui est la stratégie thérapeutique de base. Alors peu importe qu'on ait 4 ou 6 cures, là la question n'est pas tellement là. Mais comme je vous disais, dans 60% des cas, on est tranquille. Le problème, c'est qu'il y a des patients chez qui cette immunochimiothérapie ne suffit pas, qui sont chimio-réfractaires. Eh bien ça, c'est notre problématique. Et le but, ça va être d'aller chercher ces patients pour qu'ils puissent bénéficier en deuxième ligne d'un traitement par carticelle. Alors vous allez me dire, ok, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, ces patients, quand ils recevaient une deuxième ligne, donc ils avaient reçu une première ligne d'immunochimiothérapie, ils rechutent. Eh bien, leur survie était particulièrement sombre. Ici, on a des EFS. Eh bien, on voit que les médianes d'EFS chez ces patients-là sont toutes systématiquement entre 5 et 10 mois à peu près, avec des taux de réponse, les taux d'ORR, donc des taux de réponse complète ou des taux de réponse globale, qui sont globalement situés entre 30% pour les taux de réponse complète, et pour les taux de réponse globale, on est aux alentours de 40 à 60%. Finalement, c'est des taux qui ne sont pas terribles. Et donc, les carticelles, en deuxième ligne, sont venus se confronter à cette chimiothérapie. Et ici, il y a 2 essais de 2 molécules de carticelles. Eh bien, en jaune, sur le côté gauche et en bleu sur le côté droit, ce sont les carticelles en termes de survie sans événement. Et puis en gris à chaque fois, ce sont le traitement de chimiothérapie qu'on utilisait jusqu'à présent. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait une supériorité systématique des carticelles sur les chimiothérapies conventionnelles en termes d'EFS. Finalement, ce n'était pas même qu'un peu, c'était effectivement quelque chose de particulièrement marqué. C'est vrai pour les survies sans événement, ce qu'on vient de voir, mais c'était vrai aussi sur les taux de réponse. Puisque vous voyez un taux de réponse global qui était de 83% contre 50% pour les traitements chimiothérapie conventionnels, et des taux de réponse complète de 65% contre 32% pour les chimiothérapies conventionnelles.
C'est ce qui a permis l'utilisation d'AMM, et en tout cas l'obtention d'AMM pour 2 molécules, l'axicaptagène siloleucel et le lysocaptagène siloleucel, en 2e ligne, chez les patients qui étaient chimioréfractaires à du R-CHOP, entre autres, ou à d'autres types de chimiothérapie contenant des anthracyclines, et ce depuis maintenant 2022 et pour certains début 2023. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans un schéma traditionnel, les patients ont une première ligne d'immunochimiothérapie de type R-CHOP, et s'ils rechutent précocement ou ne répondent pas à cette chimiothérapie, les CAR-T-cells restent aujourd'hui une stratégie thérapeutique des plus intéressantes. Avant cela, parce que vous savez, des fois ça commence toujours en 3e ligne et puis on remonte, il y avait eu un intérêt de regarder ce que faisaient les CAR-T-cells dans le lymphome B diffus à grande cellule en 3e ligne. Eh bien ça, c'était les courbes de survie, mais cette fois-ci de survie globale des patients qui étaient en 3e ligne. Autrement dit, première cure par R-CHOP, ils rechutent, 2e ligne par une immunochimiothérapie quelle qu'elle soit, ils rechutent. Eh bien en 3e ligne, voilà quelle était la survie de ces patients. Là, c'est la survie globale. Ils ont une médiane de survie globale de 6 mois à peu près, ce qui est quand même effectivement terrible chez ces patients-là. Des taux de réponse complète de 7%, des taux de réponse globale de 26%. Donc vraiment des patients qui étaient effectivement en mauvaise forme. Et bien là, il y avait eu un essai qui avait été un essai effectivement d'enregistrement avec ici de l'axicaptagène siloleucel, qui avait non seulement permis de montrer que la médiane de survie chez ces patients-là était maintenant de 25 mois contre 6 mois, comme je vous l'ai montré juste avant, et d'autre part qu'en termes de taux de réponse, on était passé de 26% à 70%, de 7% à 50%. Alors bien sûr, on ne peut pas comparer comme ça, mais c'est quand même pour montrer que ici, on a quand même pratiquement à près de 5 ans, 40% de patients qui sont encore vivants, autrement dit, très probablement qui sont, dans certains cas, guéris, alors qu'auparavant, dans la slide juste avant, eh bien, bon, tant pis, voilà, merci, c'était seulement que 10% des patients qui avaient cela. Donc il y a vraiment eu un véritable gain significatif en termes de survie. Mais la survie, c'est très bien, mais je sais que vous êtes particulièrement attentifs à la qualité de vie. Et cette qualité de vie, ici en bleu, bien, vous avez les CAR-T-cells. En rouge, vous avez les traitements de chimiothérapie conventionnels. Eh bien, on peut considérer, on peut constater qu'il y a une vraie amélioration de la qualité de vie quand on fait un traitement par CAR-T-cell. Alors, ce n'est pas forcément évident au tout début, dans les tout premiers jours, comme vous pouvez le voir, parce que le patient il est resté 3 semaines hospitalisé, parce qu'il y a des effets secondaires un tout petit peu dans le premier mois, qui dépassent les troubles neurologiques et les CRS qu'on a vus. C'est le cas des cytopénies, c'est le cas d'une fatigue certaine, parce qu'il y a eu effectivement quand même ces 3 semaines d'hospitalisation. Mais dès lors qu'on passe quasiment le premier mois, on commence à voir apparaître au jour 100 une très nette amélioration sur les différentes échelles qui puissent exister de qualité de vie. Et puis là aussi, très intéressant aussi, encore une fois, en comparaison donc d'un CAR-T-cell, hein, c'est ce qu'on voit à gauche, et des traitements de chimiothérapie conventionnelle, qu'en plus de la question de la qualité de vie, il y a aussi tout le temps, par exemple, de la toxicité, qui est finalement à peu près identique entre un traitement conventionnel et les CAR-T-cells. Par contre, ce qu'on appelle le twist, c'est-à-dire le time without toxicity, c'est-à-dire vraiment le temps finalement où le patient n'a pas tellement d'effets secondaires, eh bien il est meilleur pour l'axicell que pour le standard of care. Et pareil, le temps jusqu'à la rechute, finalement il est plus court, ce qui est donc veut dire que les patients rechuteront beaucoup moins avec l'axicell que dans le standard of care, c'est-à-dire les chimiothérapies conventionnelles. Et ça, c'est ce qui avait permis aussi d'obtenir des AMM, alors pour l'axicell, mais aussi pour un autre CAR-T-cell qui est le Tisacel, en 3e ligne chez les patients. Alors je commence à pitcher, effectivement, c'est qu'il y a un prix à tout cela, et ce prix, effectivement, il est indiqué comme tel, comme vous pouvez le voir, effectivement, il a été d'ailleurs revu à la baisse récemment. Effectivement, ce prix aux alentours de 300 000 €, mais on va peut-être pouvoir en discuter après. Ce qui veut dire que si on poursuit un peu notre arbre pour des patients, il y a aussi cette indication de CAR-T-cell en 3e ligne. Alors, j'ai pris l'exemple des myélomes, parce que déjà, plutôt des lymphomes B diffus à grande cellule, parce que je suis déjà en plus un peu en retard, mais vous voyez qu'il y a d'autres indications qui ont été posées pour plein d'autres pathologies. Hein. Vous voyez qu'on a vu, nous, le lymphome B diffus à grande cellule, parce que c'est là où il y a le plus d'indications, mais le lymphome à cellules du manteau a une autorisation, le lymphome folliculaire a ou un accès précoce ou des autorisations, le myélome a des autorisations maintenant, effectivement, il y a une AMM qui vient juste d'être sortie, et la leucémie aiguë lymphoblastique aussi. Donc les indications validées qui sont présentes, elles se sont multipliées dans le cadre de l'hématologie. Les perspectives. La question, c'est que comme ça, on a l'air de se dire c'est génial, il n'y a rien à améliorer. Évidemment, il y a toujours plein de choses à améliorer, et on va essayer effectivement de
de les évoquer. La question, on a dit la disponibilité. On vous a dit qu'il y avait quasiment 50 jours entre le moment où on réfléchissait à un carticelle et le moment où le patient recevait le carticelle. Est-ce qu'on peut réduire ce temps? Oui, possible grâce à des allocarticelles. Autrement dit, les autocarticelles, c'est ce qu'on avait dit ici, c'est-à-dire vous avez votre patient, vous êtes obligé d'attendre le café-reste, vous êtes obligé d'attendre la production, etc. Là, la question, c'est de prendre un donneur sain, de prélever directement ces cellules T, de les modifier génétiquement, et ensuite, comme ça, on est vraiment disponible immédiatement. Dès que le patient a une indication de carticelle, on skip, si vous voulez, toute cette partie où on est obligé de faire le café-reste, d'attendre la production, etc. Le produit est déjà prêt, on réinfuse. Oui, ça c'est quelque chose. On a, nous, 3 patients, effectivement, dans le service qui ont été réinfusés pour des allocarticelles. Donc c'est quelque chose qui est en marche dans les essais cliniques. L'autre chose, c'est, je vous ai dit, pendant la phase de production, outre les contrôles qualité, il y a la question d'une première phase d'expansion in vivo. C'est une phase qui dure quelques jours. Il y a des firmes qui travaillent à essayer d'avoir non plus cette expansion in vitro qui prend 3-4 jours, ou même plus parfois, et donc de skipper cette étape-là pour gagner quelques jours, et que du coup, il n'y ait qu'une expansion in vivo. Et donc, ça permettrait, comme on le voit entre ces 2 diagrammes, de gagner un petit peu de temps dans la phase de manufacturing. L'autre chose, c'est de se dire, aujourd'hui, nous, on est dans les carticelles de seconde génération, avec les domaines de co-stimulation, ou le 4-1BB, ou le CD28, et puis au-dessous, le domaine de co-stimulation, c'est des 3 zeta. Mais vous voyez qu'en fait, il est déjà programmé qu'il y ait plusieurs autres carticelles avec d'autres générations, avec plusieurs autres domaines de co-stimulation, CM1, 2, 3, enfin vous mettez ce que vous voulez comme co-stimulation. Généralement, là, ce qui est prévu, c'est qu'il y ait le CD3, le 4-1BB et le CD28, et en plus le CD3 zeta. Et puis vous avez la 4e génération, où on a l'IL12 qui intervient plutôt dans la question de l'angiogénèse et dans la production de néovaisseaux, en tout cas de limiter la production de ces néovaisseaux et donc d'avoir une action anti-angiogénique. Et puis vous avez même les 5e générations, où on pourrait coupler tout cela avec quelques voies d'activation, comme la voie de JAK-STAT, ou la voie de JAK ou la voie STAT, mais donc la voie de JAK-STAT. L'autre chose qui pourrait être intéressante, c'est qu'on vous enfin là l'exemple j'ai pris l'exemple du lymphome B diffus, c'est qu'on cible qu'une cible, on cible le CD19. Eh bien peut-être qu'on pourrait, si on part complètement à droite, non pas avoir un CAR qui a qu'une seule tête qui rencontre le CD19, on pourrait avoir un CAR qui rencontre le CD19 et autre chose, le CD20, le CD22, puisque finalement il suffit juste de trouver les cibles qui sont exprimées par le lymphome. Vous pouvez avoir, et puis alors là, tout ce que vous voulez finalement, c'est-à-dire qu'on peut avoir un CAR qui est associé, pourquoi pas, à des bispécifiques qui sont une autre forme d'immunothérapie. Comme ça, on ne vise pas non plus qu'une seule cible, on peut viser d'autres cibles. On peut associer un CAR T-cell à des inhibiteurs de checkpoint qui, à ce moment-là, permettraient d'avoir une certaine capacité d'attaque effectivement de votre cellule tumorale. On peut associer des CAR T-cells à des petites molécules comme l'ibrutinib, comme le lénalidomide, de façon à essayer d'augmenter la production de cytokines, de façon à essayer d'améliorer la synapse immunologique. Donc finalement, il y a encore un champ tout à fait intéressant dans la mesure où ça permettrait de cibler un peu mieux les cellules tumorales. Là, c'est pareil. Et là, c'est peut-être plus approprié encore pour la tumeur solide. C'est-à-dire que votre CAR T-cell, il va quand même aussi... 2 minutes. Oh, oui. Eh bien, 2 minutes. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Le problème de votre CAR T-cell, il y en a 2. C'est que, d'abord, il faut que votre CAR T-cell, il arrive à la cellule tumorale. Et pour ça, il faut qu'il pénètre un petit peu tout... 5 minutes, c'est bien, je gagne. Alors, peut-être 10 minutes dans 3 secondes. Le but de votre CAR T-cell, c'est qu'il pénètre dans la cellule tumorale. Et pour ça, il faut qu'il pénètre les barrières, il faut qu'il progresse. Et tout ça, c'est le rôle de ce qu'on appelle le trafficking. Donc ça, on peut essayer de l'améliorer, ce trafficking. La deuxième chose, c'est qu'il y a des conditions, les conditions de vie du micro-environnement tumoral qui ne sont pas bonnes. C'est très lactique, il y a effectivement beaucoup de glucose, il y a une certaine hypoxie, il y a un stress cellulaire dans ce tissu environnemental qui n'est pas bon pour les CAR T-cells, qui n'est pas bon pour les lymphocytes T. En fait, les lymphocytes T, ils ne sont pas capables de vivre dans l'environnement tumoral. Et donc l'objectif, ça va être aussi de travailler là-dessus pour permettre justement d'avoir un peu un mode survie, un mode combattant de ces CAR T-cells et d'éviter qu'ils ne soient en fait pas bien dans l'écosystème, dans le micro-environnement de la cellule tumorale. Je vais passer ça. L'idée, c'était aussi d'essayer d'anticiper de plus en plus les effets secondaires, donc c'est de mieux connaître la question des CAR T-cells.
L'autre chose, ça va être encore pareil, de limiter les effets secondaires de ces carticelles, parce qu'on a dit, les CRS, les ICANS, c'est des choses qui font très peur aux patients quand on leur explique ça. Donc notre objectif, il va être aussi, en plus de prévenir en amont, d'identifier les patients qui sont graves, d'essayer de limiter leurs effets secondaires avec certaines molécules qu'on peut avoir ici. L'anakinra qui est un anti-IL1, je vous ai dit qu'il y avait une production d'IL1 qui pouvait être intéressante. Et puis d'autres molécules qui vont venir un peu inhiber transitoirement le carticelle. C'est le cas du dasatinib, du duvelisib, de l'itacitinib, qui permettrait transitoirement de permettre de dire au carticelle allez-y mollo. Puis après, dès qu'on arrête la molécule, il peut recommencer son activité de façon plus intéressante. Et puis, dans les perspectives, c'est aussi l'extension de ce type de carticelle. Ici, vous avez plusieurs cibles qui sont intéressantes. Il y a eu, dans des prestigieuses revues, des carticelles qui ont été faits dans des maladies auto-immunes avec une efficacité particulièrement impressionnante. Et on sait que les essais dans les maladies auto-immunes vont commencer à arriver en médecine interne. Plus intéressant, parce que c'est peut-être pour Céline Dion, c'est des carticelles qui ont été faits dans la maladie de la personne raide. Donc, effectivement, qui a montré aussi une efficacité très importante. Donc, si vous connaissez Céline, on peut peut-être essayer en région Hara ou PACA d'essayer de faire des carticelles. Et puis, bien sûr, les extensions en oncologie. Les extensions en oncologie, c'est majoritairement sur la forme d'essais cliniques, mais vous voyez qu'en fait, tout va dépendre de si on arrive à identifier une cible exprimée de façon suffisamment homogène à la surface de la cellule tumorale pour aboutir à une destruction. Et alors là, vous avez pêle-mêle, si vous visez comme cible le PCM1 pour la prostate, si vous voulez la mésotéline pour le cancer du pancréas, la mésotéline aussi pour le mésothéliome, vous avez l'HER2 pour le cancer du sein, etc., etc. Tout ça, ce sont des pistes qui sont possibles et envisageables. Ce sont des essais qui sont en cours. On a eu déjà des essais, nous, pour le cancer de l'ovaire, effectivement, à Lyon-Sud. Et donc ça, c'est vraiment important. Alors, ça va être important, mais il y a quelques points qui sont un peu différents par rapport au lymphome. Je prends juste un exemple pour aller plus vite. C'est que dans certains cas, ici, c'est l'exemple de glioblastomes ou des gliomes, c'est que c'est parfois compliqué de dire au carticelle d'aller spécifiquement aller se cibler dans un endroit, particulièrement au niveau cérébral. Donc, peut-être qu'il faudra essayer d'améliorer la persistance et le passage de ces carticelles en disant directement les injecter au sein de la cellule tumorale. Parce que c'est peut-être un peu plus compliqué que dans les lymphomes, qui sont des choses qui peuvent, on va dire, aller se balader un peu plus dans le corps. Et puis, un dernier point, c'est peut-être l'amélioration du prix. Mais ça, je sais que c'est une question qui revient souvent. Mais simplement, je prends juste cet exemple-là. Vous avez la question, effectivement, du ratio différentiel coût-résultat, RDCR. Là. Évidemment, ce prix-là, il paraît excessif et très intéressant. Mais il faut regarder en regard le delta de la Quality Adjusted Life Years, dont je sais qu'il tient particulièrement à cœur Catherine, mais aussi le delta de nez de vie gagnée. Et cette delta de vie gagnée, quand vous regardez ces chiffres-là et que vous le comparez à ce qui existe déjà sur des molécules où personne ne se pose tellement la question de savoir si c'est un vrai coup, l'Opdivo, le Keytruda, etc., eh bien on se rend compte que finalement, le ratio différentiel coût-résultat n'est pas si aberrant que ça, et que le delta Cali et le delta AVG est particulièrement supérieur pour les carticelles vis-à-vis des autres molécules, qui sont des molécules dans d'autres types de cancers. Donc il y a quand même à avoir en tête que certes ce coût il est important, mais il est quand même à mettre en regard de ce qui existe, bien sûr, à côté, pour d'autres indications. Premier point. Deuxième point, ce prix, il baisse. 333 000 € en 2019, on est à 300 000 €, c'est quand même pas rien. Et pareil pour le myélome, dont on sait qu'on était à 350 000 € en 2022, et plus récemment, puisque c'est sorti au mois d'octobre, il y a quelques jours, on était à 240 000 € pour le nouveau prix. Donc là aussi, de toute façon, la loi du marché fait que les choses vont aller plutôt à la baisse, et que même si on essaye de voir, il y a quand même plein de leviers pour pouvoir essayer de réduire ce prix. Je ne vais peut-être pas rentrer dans tout, mais il y a des contrats prix-performance qui sont en cours. Il y a une soutenabilité de la dépense qui fait qu'il y a quand même une gestion dynamique de ce prix, on vient de le voir, que évidemment il va y avoir une perte des brevets dans certains cas. Donc qui dit perte de brevets, il va dire effectivement potentiellement aussi réduction du prix. Une des possibilités, c'est de jouer sur l'évolution des coûts de production et donc la création de plateformes académiques qui vont, dans ce contexte-là, permettre aussi une réduction de prix. Alors après, encore faut-il qu'il y ait une production qui soit suffisante, ça c'est une autre chose. Et puis, ce qui est déjà aussi fait actuellement, c'est grâce justement à ces bases, comme la base Descartes qui recueille tous ces carticelles, eh bien, c'est que ce recueil des données permet aussi de pouvoir adapter, grâce à des remises annuelles, un barème, et donc effectivement d'adapter aussi la question effectivement de ce prix.
et je vais prendre presque dans les temps. Les Carticel, comme vous le voyez, c'est une organisation qui est évolutive, mais c'est une machinerie extrêmement importante. Ça a été une révolution parce que ça nous a impliqué à recréer complètement le parcours de soins pour ces patients, parce qu'il va falloir, vous voyez, gérer tout un parcours avec différentes étapes, différents intervenants, prévenir des effets secondaires, être particulièrement disponible pour toutes ces interactions et toutes ces étapes qui existent, avec l'importance effectivement d'une coordination par une personne et qui est souvent faite par nos infirmières de coordination qui sont vraiment exceptionnelles. Et puis dans le développement, eh bien, vous avez vu, il y a encore plein de choses à faire, c'est-à-dire que même en hématologie et encore plus dans d'autres domaines, eh bien, il y a encore plein d'avancées qui vont être possibles. Donc vous allez encore entendre parler de ces Carticel. Et donc dans tous les cas, pour toutes les équipes, hein, pharmaciens, médecins, nucléaristes, réanimateurs, c'est une chance de pouvoir participer à cette aventure. Merci beaucoup. Alors vraiment un grand merci. En fait, on est désolé de vous couper parce qu'on vous écouterait pendant des heures. Oui, moi je pourrais aussi parler pendant des heures. Hein. J'ai enlevé des slides. Vous avez vraiment, votre présentation était vraiment extrêmement claire, extrêmement didactique et effectivement, on voit bien, on vous montrait bien effectivement le fait que c'est thérapeutique, c'est vraiment une révolution hein, quand même par rapport à ce qu'on connaissait avant, hein, par rapport aux thérapies conventionnelles. C'est complètement différent sur tous les niveaux, même pour nous, pharmaciens, sur la production, sur la logistique, le circuit organisationnel, ça va être quelque chose de complètement différent. Donc, je ne sais pas, je pense qu'à mon avis, il y a plein de questions dans la salle. Alors, je ne suis que médecin, hein, attention. Hein, Quand on fait une présentation brillante, il faut être brillant. Vous avez été brillant, pourquoi? C'est une présentation brillante pour moi, parce que quelque part, il y a une capacité à faire rire, à quelque part captiver son auditoire, vous l'avez sans aucune difficulté. Il y a une capacité à se mettre au niveau de chacun. Et moi qui suis totalement nul, j'ai compris quasi tout ce que vous avez dit, ou à la fin je vais un petit peu décroché. Et puis vous allez dans l'expertise. Donc quelque part, vraiment c'est une présentation qui est extrêmement brillante. J'écrivais des questions et à chaque fois, en fait, après, on avait la réponse. Donc, c'est un peu compliqué. Je dirais simplement, sur les plateformes académiques, est-ce qu'au niveau des Hospices civils de Lyon, vous avez réfléchi à y aller? Oui, c'est en cours, mais c'est très long. Aujourd'hui, la plateforme qui est, à mon avis, la plus avancée, c'est celle de Besançon, qui, effectivement, aujourd'hui, qui va avoir la capacité de pouvoir travailler dessus plus vite que tout le monde. J'ai un peu l'impression qu'effectivement... c'est arrivé un tout petit peu après pour nous et c'est peut-être un peu dommage que ce soit comme ça. Mais peut-être que pour toutes les autres indications qui vont arriver, ça aura un intérêt, surtout pour certaines niches, on va dire. Et est-ce que ces plateformes pourront réduire le temps, justement, qui est quand même, sur lequel on essaie de lutter pour éviter de perdre des patients? Ça, c'est pas certain parce que les laboratoires pharmaceutiques, eux, ont travaillé aussi à cette réduction parce qu'ils savent que c'est là le nerf de la guerre. Il y a cette compétition en plus entre laboratoires qui fait qu'à chaque fois, sur chaque indication, hormis certaines fois, il y a toujours un ou deux laboratoires, enfin plutôt 2 laboratoires, voire 3 dans certains cas, mais 2 laboratoires en compétition. Donc c'est quand même, ils savent qu'il y a quand même une idée de... Nous, ce qui est important, c'est que le patient, il aille le plus vite à ses Carticel. Donc ils essayent de vraiment réduire effectivement ces délais-là. Je ne suis pas sûr qu'on aura les moyens, à moins d'avoir vraiment des choses, d'avoir vraiment beaucoup de fonds, de pouvoir vraiment les réduire nous, parce qu'il y a toutes ces étapes de contrôle qualité qui sont hyper compliquées à réduire. Hein. Finalement, les laboratoires, eux, ils arrivent à vachement bien les optimiser, mais est-ce qu'on pourrait faire mieux dans un laboratoire académique? C'est pas certain, ça. J'ai une dernière petite question, après je laisserai la parole à chacun. Mais le fait d'aller sur des plateformes académiques, est-ce qu'il y a une place aussi pour les pharmaciens justement sur cette production? Est-ce que les pharmaciens, quelle serait la place du pharmacien dans ces plateformes académiques? En même temps, la place déjà là, elle est déjà majeure, hein, la place des pharmaciens dans le système actuel. Donc elle sera évidemment majeure dans ce nouveau système qui pourrait arriver. Et je pense que Catherine a plein d'idées déjà de comment elle pourrait effectivement intervenir. Non, mais je pense vraiment qu'il y aura... dans toutes les étapes, effectivement, de la capacité de stockage. Il y a plein de choses qui vont pouvoir rentrer en compte. Hein. Et puis, encore une fois, dans toute cette expertise qui va être importante, ouais, non, franchement, je pense qu'il y a de la place. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Merci.
Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Petite question, est-ce qu'on a réussi à clusteriser les patients entre ceux qui répondent et ceux qui ne répondent pas à long terme et à identifier justement des facteurs prédictifs de cette fameuse réponse à long terme? Alors, on essaye. C'est pas si évident, mais les bases de données qu'on a à notre disposition, alors il aurait fallu encore une autre heure supplémentaire, mais les bases de données qu'on a à notre disposition maintenant, de pratiquement maintenant plus de 1500 patients en données de vie réelle, permettent de pouvoir identifier, oui, qu'il y a des patients dont on sait que la réponse pourra être meilleure. Typiquement, des patients qui arrivent au Carticel avec non pas une réponse complète, hein, mais plutôt une bonne réponse ou une maladie à peu près stable. Autrement dit, pas des gens qui explosent. On sait que plus il y a d'antigènes, autrement dit, plus il y a de tumeurs, moins les Carticels ont quand même réussi à pénétrer dans la tumeur, etc. Il y a certains paramètres biologiques, il y a certains paramètres cliniques qui rentrent en compte, donc on les connaît un peu mieux. Maintenant, le problème, c'est que c'est jamais tout ou rien. C'est-à-dire qu'il y a quand même des patients qui échappent au système conventionnel, ou même s'ils arrivent explosifs et on se dit il est jeune, il n'y a pas d'autre chance, on va lui faire ses Carticels, ils répondent super bien. Donc on ne peut pas non plus se permettre de dire, à l'exception de certains cas où les gens sont vraiment très fatigués, en brancard, avec beaucoup d'oxygène et une infection, où on se dit on n'y va pas et on décale. Mais dans d'autres cas, on se dit de toute façon, comme on n'a pas d'autres options, finalement ça peut marcher et ça marche. Donc même chez ceux chez qui ça ne marche pas, on peut obtenir 30% de réponse et même parfois 30% de guérison, ce qui est quand même pas si mal. Alors on n'est pas près des 50%, des 60%, mais c'est déjà mieux que si on faisait de la chimiothérapie conventionnelle. Donc oui, on les connaît, mais néanmoins, c'est pas un frein pour se dire on n'y va pas. D'accord. Et j'ai une autre question, si je peux me permettre. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur... parce qu'il y a un niveau d'expression des lymphocytes post-réinjection qui est très variable selon les patients. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur la viabilité de ces lymphocytes avant l'injection chez les patients? Alors, le problème, c'est que c'est le laboratoire qui s'occupe de ça. Nous, on ne sait pas ce qu'il y a dans les poches. Et donc, on ne sait pas la question de la viabilité. Normalement, ils sont censés nous rendre des cellules avec plus de 80% de viabilité. Mais la question, c'est que, voilà, qu'est-ce qui se passe véritablement? Ça, c'est compliqué. Si la question est de notre côté de regarder ce qui se passe chez la personne, c'est-à-dire l'analyse des sous-types lymphocytaires B et T pour voir l'expression de différents sous-types et de panels lymphocytaires B et T, la réponse est oui, ça a été effectivement analysé et on sait mieux qu'il y a certains patients qui, quand ils ont des lymphocytes mémoire, ont une meilleure réponse, que quand on a un peu plus de CD8, on a une tendance à un peu moins bien répondre. Enfin, vous voyez, ça. Mais ça, c'est vraiment dans le sang du patient. Pour ce qui est de la qualité du produit, ça reste le laboratoire qui a les données. Et donc ça, de ce côté-là, c'est très opaque et on a moins de retours. Donc je ne sais pas de quel côté vous vouliez vous placer. C'était la réponse que j'avais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, j'en ai une toute petite. Et puis après, on passera... on a un tout petit peu échangé dessus, donc ce n'est pas une surprise que je vous la pose. Le pharmacien, il a acquis plein de compétences nouvelles avec la nécessité de participer donc, à ces Carticels, cette activité Carticel. Ce n'est pas une compétence qu'on a, mais c'est plutôt une charge de temps en temps. C'est l'aspect économique dont vous avez parlé, et avec le codage, avec des codes et des indications très particulières. Il y a une nouvelle indication qui vient juste de tomber, dans le cadre du myélome, avec quelque chose qui n'est pas tout à fait très précis, et qui peut laisser imaginer aux médecins de pouvoir utiliser le CAR-T en 2e, voire en 3e, voire en 4e. Moi, mes yeux, c'est plutôt la 4e, mais mes médecins sont plutôt, on va dire, artistes, et peuvent dire, oui, mais ces 3 traitements, si je les fais ensemble, ça veut dire que je peux utiliser en 2e ligne. Donc, quel est votre avis? Effectivement, il y aura toujours... 240 000 euros. Comment? Pour une question à 240 000 euros, parce que si on se trompe et qu'on met un code... Alors après, il faut qu'il y ait un contrôle, hein, mais voilà. Donc c'est important quand même de pouvoir se positionner et savoir si vous l'avez fait au niveau des hospices ou ailleurs. Alors, le changement, il a eu lieu il y a quand même très peu de temps, donc il faut qu'on arrive à tomber dans le créneau. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est sûr qu'il y a une problématique de libellé qui est lui-même associée à des essais, et donc qui fait qu'il y a un certain flou, comme vous l'avez dit. C'est sûr qu'en ce moment, les 3 molécules dont on parle, eh bien, ces 3 molécules-là, elles sont quasiment mises à la première ligne. Ça, de ce côté-là, on ne s'aventurera pas à faire à la 2e ligne un traitement par Carticel, parce que techniquement, il y a toujours la place d'avoir éventuellement d'autres possibilités et de moduler un peu les choses. Et c'est vrai qu'avant, on se restreignait pas mal à la 4e ligne, ou en tout cas, il fallait que les gens aient eu 3 lignes de traitement.
Il n'est pas impossible que pour des cas vraiment de patients extrêmement graves, qui n'aient pas répondu à la première ligne, pas répondu à la deuxième ligne, finalement, l'écarticelle soit une stratégie thérapeutique adaptée et où ils ont quasiment épuisé les 3 molécules. Ils ont même probablement épuisé 5 molécules, on appelle ça les pentaréfractaires. À ce moment-là, je pense que l'indication de Carticelle, effectivement, elle a vraiment du sens, tant en termes de qualité, de qualité de vie, de coût pour la société, etc. Donc, pour l'instant, on n'est pas basculé encore dans ce schéma-là, mais il n'est pas impossible que pour certains patients, qui soient des patients vraiment très graves, comme on l'a défini, il puisse y avoir effectivement des possibilités de respecter ce qui est indiqué, même si ça ne tombe pas dans ce qui était fait avant, c'est-à-dire la 4e ligne. Ok, écoutez, merci beaucoup, c'était vraiment très brillant, donc merci. Merci.